Radio Télé Sauti ya Kindu, la chaîne de chaque jour. Radio Télé Sauti ya Kindu, chaneli ya kila siku. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver sur la radio télé Sauti ya Kindu pour ce deuxième numéro de votre émission La Presse Intelligente. On s'était donné comme rendez-vous de se retrouver le lundi, le mercredi et le vendredi pour cette émission La Presse Intelligente et avec comme invité les journalistes de tous les horizons. Mais attention, il y aura un autre numéro, un autre magazine dénommé La Presse Intelligente, mais celui-là aura un plus à la fin. Hein, là-bas, on pourra recevoir tout le monde et parler à bâton rompu. Mais la presse intelligente, tout court, est réservée aux journalistes. Les autres, attendez, il y aura un plateau spécial pour tout le monde et l'émission sera dénommée La Presse Intelligente. À plus. Allez, pour ce deuxième numéro, nous avons deux éminents confrères sur ces plateaux. On a démarré ce thème lors de notre premier numéro avec des autres éminents confrères. Et là, on va poursuivre aujourd'hui en essayant d'épingler les autres aspects qui n'avaient pas été épinglés lors du premier numéro. Je vais dire bonjour à mes invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Allez, on va parler de nous. Cette tribune a été faite pour donner la parole aux journalistes et parler de ce que l'on parle souvent à voix basse, essayer de parler à haute voix et de faire entendre notre voix. Allez, on va donner la parole à Maurice Tamboué qui est DG de la radio Mapon. La presse ici au Maniema, est-ce qu'elle se porte bien? En tout cas, la gouvernance dans la presse du Maniema pose problème, un sérieux problème. Et les derniers défis que moi j'ai pu constater dans la ville et dans la province, c'est le défi lié à la formation. Alors, ce sont les grands défis auxquels font face les différents organes de la presse dans la province du Maniema. Si vous me permettez que j'entre en détail, oui, je commence par le défi technologique ou technique. Vous savez, dans la province du Maniema, c'est vrai, il y a beaucoup de radios qui sont ici dans la ville de Kindu, pourquoi pas dans des territoires, Kibombo, Kailo et partout, mais il y a un problème technologique et même technique. Cela veut dire quoi? Lorsque par exemple il y a une panne, une radio peut tomber en panne, eh bien là, cher James, c'est un problème. Il faut impérativement que la radio soit l'émetteur quitte Kindu pour Kinshasa. C'est là où on va faire la réparation. Et lorsque l'émetteur est tombé en panne, et pour attendre la réparation à Kinshasa, donc à ce moment-là, ce sont les auditeurs qui sont privés de l'information. Et donc ça c'est un défi dans la province du Maniema, un défi qui se pose avec acuité. Et je veux revenir parce qu'il n'y a pas de formation. Et donc, si le défi technologique se pose déjà avec acuité, cela veut dire, je donne l'exemple de la radio Mali, parce qu'il fallait parler de cas concrets. Il y a eu un petit problème, ça fait des années. Seulement un problème technique. Mouchaouri, même chose. Un petit problème technique, ça prive toute la population de la ville de Kindu. J'ai dit, mais il fallait... Ça émet, oui, ça émet, mais il faut attendre un moment. Il faut que les médias aillent d'abord à Kinshasa, c'est là où il y a de la ressource, il y a de la compétence, pour que ça revienne. Mais tout le temps là, le public est privé de l'information. Parce que nous sommes dans le pluralisme médiatique, il faut que l'information soit permanente partout, chez Mouchaouri, chez Mali et consorts. Donc ça, c'est un problème très sérieux qui se pose avec l'acuité dans la province de Maniema. Il y a les problèmes d'ordre technologique, toujours dans la technologie, il y a aussi le problème de la non-adaptation. Les médias du Maniema ne s'adaptent pas à la technologie. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, c'est tout le monde qui a ouvert sa radio, peut-être en 2005, 2006, mais la technologie avance, cher James. Ça avance, mais nous, on n'avance pas. Nous, on reste là-bas parce qu'on nous a appris, par exemple, les techniques d'enregistrement par dictaphone, et ça reste comme ça, c'est seulement les dictaphones. Ou on nous a appris, c'est pas moi, les logiciels comme Adobe Audition. Eh bien, Audition, Adobe, il y a des éditions, ça évolue, il y a des versions, ça évolue, mais nous sommes seulement là-bas, nous sommes restés là-bas à la première technologie, et pourtant, donc il faut nous adapter à la technologie aujourd'hui. La radio, c'est vrai, ben, la radio, elle évolue, parce que c'est la technologie qui évolue. Aujourd'hui, c'est depuis la radio avec des antennes, avec les câbles, aujourd'hui c'est la radio au niveau du web. Pourquoi ne pas migrer un jour
la radio telle va migrer vers la radio web. La radio Capi, nous la suivons. La radio Top Congo, nous la suivons à partir d'ici, même s'il y a des perturbations au niveau du satellite. Mais à travers seulement le web, la connexion, on est en train de suivre les émissions. Pourquoi pas? Parce qu'on parle de la technologie aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je suis en train de me poser des questions. Presque toutes les radios de la ville de Kindu, à moins que, là je vais faire exception à la radio Omega qui a son site internet. En tout cas, pourquoi pas la radio Mali aussi qui a son site, mais il faut aussi profiter des réseaux sociaux. Facebook aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de vivre en direct aujourd'hui à la télé, à la radio télé Sauti ya Kindu, on devrait les suivre en direct via les lives de Facebook. Donc ce sont des technologies qui sont là, mais il faudra que nos radios s'adaptent à la technologie. Il ne faut pas seulement se lamenter, oui, mais il faut s'adapter à la technologie. Et ça, c'est du point de vue technologique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut parler, mais ce n'est pas moi l'État qui va ça nous permettre. Concernant ce point-là, je vais revenir à toi tout à l'heure, on peut se tutoyer. Tout à fait. Est-ce que les patrons de ces différents médias mettent suffisamment de l'argent pour atteindre ces niveaux-là? Parce que ça demande aussi de l'argent. Ouais. Je vais revenir à toi tout à l'heure. Tant donner aussi la parole à Daniel Kazouza, qui est à ma droite, à Célestin. Maurice vient de planter ces décors qui est un tout petit peu sombre. Mais je constate que les médias du Maniema tiennent quand même jusqu'à aujourd'hui. Malgré tous ces défis, ces médias tiennent jusqu'à aujourd'hui. Comment ces médias arrivent à vivre malgré toutes ces difficultés? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, mais également pour cette belle initiative de donner un cadre d'échange à tous les professionnels des médias du Maniema. Pour répondre à votre question, si c'est en fait, tous les médias du Maniema sont très détenus jusqu'à présent ici, c'est d'une passion que ces jeunes du Maniema, ces jeunes journalistes ont envers ce métier ici. Parce que moi je me dis, si nous sommes en train de vivre dans ce métier, c'est au nom de la passion que nous avons envers ce métier. Parce que vous venez de soulever un moment là un problème de... Moi j'appelle ça de l'irresponsabilité des propriétaires des maisons de presse qui sont à Kindu. Il est difficile à Kindu de voir aujourd'hui quelqu'un qui met en place une maison de presse ou une station. Il est même dans l'impossibilité de prendre en charge ses responsabilités comme employeur. Par conséquent, les jeunes journalistes qui sont en train de prester matin, midi et soir, ils sont en train de se rabattre à la rue pour chercher quoi manger parce que la radio est dans l'impossibilité de supporter la charge de son personnel. Alors par conséquent, on s'accroche au nom de la passion, on s'accroche au nom de cet amour qu'on a envers ces métiers ici. Donc c'est vraiment difficile de les comprendre, mais c'est ça la vraie vérité du Maniema. Nous faisons ce métier par passion parce que les responsables des maisons de presse sont dans l'impossibilité de prendre en charge le personnel de la radio en question ou de la maison de presse en question. C'est ça pour répondre à votre question. Exactement, mais là le journaliste est abandonné à son triste sort. Ouais. Il va vaguer contre vents et marées. Il va être vraiment pris comme un papier par les politiciens qui vont les balloter de gauche à droite. Non seulement les politiciens, mais également d'autres personnes. Aujourd'hui, ce problème-là de la non-prise en charge du personnel par l'employeur, aujourd'hui, nous assistons à un manque de solidarité entre nous. Aujourd'hui, les journalistes à Kindu, les professionnels du média à Kindu sont en mesure de se sacrifier pour gagner du pain dans les terrains. C'est aujourd'hui au Maniema, vous allez voir, les journalistes lui-même est ennemi de ses confrères parce qu'il est en train de protéger un partenariat avec un politicien, un partenariat avec quelqu'un, avec une institution, parce qu'il sait que s'il ne gagne pas là au terrain, à la radio, à la maison, il n'y aura rien. Par conséquent, il y a un problème de manque de solidarité entre nous, mais également aujourd'hui la corporation est envahie par des amateurs qui ne maîtrisent pas les lois, les textes légaux qui régissent les métiers. Donc on évolue, je dirais aujourd'hui que nous sommes devenus une poubelle, un dépositoire, la presse au Maniema, parce que les propriétaires de maisons de presse nous abandonnent et nous rabaissons à des gens, nous nous laissons manipuler, nous nous laissons museler parfois par des politiciens. Moi je connais, il y a certains journalistes de Kindu ou du Maniema qui, parce qu'ils veulent protéger quelque chose à manger chez un politicien,
Il est le premier, si vous dites une vérité aujourd'hui au plateau ou à la radio, vous écrivez quelque part quelque chose de la réalité, il est le premier à aller dire à son partenaire qu'il y avait un confrère qui était contre vous, il vous a injurié, même si vous n'injuriez pas. Donc nous sommes nous-mêmes ennemis de nous-mêmes parce qu'on veut protéger ce que nous gagnons au terrain, parce que nos médias sont dans l'impossibilité de nous prendre en charge. Vraiment. Je peux parler de l'inconscience professionnelle, si je n'ai pas exagéré, de l'inconscience professionnelle qui nous caractérise à un moment là, dans la ville de Kindu, au Maniema en général. Voilà, Maurice Tamboué, dites-moi, est-ce que dans ces conditions, dans ces circonstances, dans ces fleuves dans lesquels vivent les journalistes, est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre en pratique la déontologie? Est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir à travailler en âme et conscience et être vraiment impartial? Voilà, donc pour répondre à votre question, j'allais souligner, je l'ai dit, un défi d'ordre managérial. Le problème de la gouvernance se pose avec acuité parce qu'au niveau de la gouvernance, lorsque, Daniel l'a dit, en passant ici pour répondre d'une manière ou d'une autre à votre question, lorsque un journaliste n'est pas payé, le journaliste n'est pas payé, il n'a pas de contrat de travail, donc il est là, il est en train de se faire payer lui-même. Comment il se paye? Parce que avec le phénomène de coupage, le coupage, c'est un terme, c'est un jargon journalistique, mais moi je vais l'appeler en des termes simples, c'est de la corruption. Et le coupage, c'est une corruption morale. On donne de l'argent aux journalistes pour aller faire maquiller de l'information. Et voilà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y aura de la déontologie? Non, lorsque les journalistes commencent à maquiller de l'information parce qu'il a eu un coupage, là ce n'est plus du professionnalisme. Et donc, pour éviter tout ça, je vous l'ai dit, c'est question de management. Lorsque vous êtes dans une rédaction sérieuse, on vous dit on doit différencier ce qui est public portage et l'information. Et parce que dans la déontologie, il vous est dit clairement que l'information reste un fait et de la publicité, ça reste une publicité. Il ne faut pas mélanger les faits et les commentaires. La publicité reste là-bas et les faits restent sacrés. Mais quelle rédaction qui peut vous refuser, qui peut refuser un journaliste qui a trouvé, c'est pas moi, un 5 000 francs, un 10 000 francs, parce qu'il n'est pas payé, et il va faire de la propagande. Or, la propagande n'est pas autorisée pour un journaliste, c'est un secteur réservé pour les communicateurs. Donc, voilà, on ne peut pas respecter les codes d'éthique et déontologie là où on n'est pas sécurisé. La sécurité financière, c'est très important. Là où on n'est pas sécurisé de manière physique, Daniel l'a dit, lorsque vous dites de la vérité contre une autorité, c'est déjà des menaces. Et donc là aussi, les journalistes, ils commencent à faire ce que nous appelons l'autocensure. Ils commencent à s'autocensurer. Du coup, l'effet est déformé. Or, la déformation, l'effet, c'est aussi, c'est condamnable par le code d'éthique et déontologie. Et donc, pour répondre clairement à votre question, il est difficile dans ces conditions-là de travailler de manière professionnelle en respectant le code d'éthique et déontologie qui est notre Bible. Alors, je parlais, permettez-moi de le dire, vous m'avez posé une question dans l'entrée des jeux, des responsables s'ils peuvent faire en sorte que les gens s'adaptent aux nouvelles technologies, je le disais. Donc, dans la gouvernance, qui est aussi un défi majeur à relever dans la province du Maniema, dans les secteurs audiovisuels, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, dans la gouvernance, c'est la planification. On va planifier qu'est-ce qu'il faut faire dans 5 ans. Notre radio peut faire comment après 5 ans. Donc tout ça, on doit planifier. Et cela réside à la tête. Lorsque la tête, donc la gouvernance de l'équipe managériale, donc de l'équipe de la radio, il n'y a pas d'initiative, eh bien, je vous dis que c'est compliqué. Je suis tout à fait en opposition avec Daniel lorsqu'il parlait des entreprises de presse qui sont créées et puis à un moment donné, on abandonne. Ça, c'est faux. Moi, je crois que lorsqu'une entreprise est créée, l'entreprise de presse, on vous la crée. D'ailleurs, même au niveau de la création, il y a un désordre au niveau de l'État. L'État fabrique un désordre incommensurable. Aujourd'hui, il y a des radios qui ont déjà réalisé 10 ans, 15 ans et qui n'ont pas de papiers. Mais je vous dis, c'est compliqué. Une radio qui n'a pas d'autorisation, mais qui fonctionne pendant 10 ans, 15 ans.
Or, toute entreprise doit respecter. Donc, il y a des règles, il y a une législation qui est en vigueur. Mais malheureusement, ici, c'est tout le monde qui peut venir et qui crée sa radio par une autorisation de fonctionnement provisoire donnée par le jeu de division de la presse. Parce que peut-être, ça peut être un vieux du quartier, il vous accorde cette autorisation et ça marche comme ça. Non, là, ça ne va pas. Une entreprise doit respecter les législations. Parce que c'est là même dans la législation où on va vous dire, eh bien, monsieur, vous voulez créer une entreprise de presse, vous allez engager combien de personnes? La CNCC est ici, elle va vous coller, vous payez du salaire à ces agents. Donc, nous devons avoir des pourcentages. Mais lorsque tout ça, on ne respecte pas tout ça, ça devient un problème très sérieux de la province du Maniema. Donc, moi, la problématique de management, c'est une problématique qui me passionne. Et je me dis, si les responsables des médias était aussi ouvert, parce que la formation, cher James, la formation, il faut que les gens, nous les managers, apprenions, parce que le management des médias, c'est un secteur nouveau. C'est vrai, on peut faire le journalisme à l'université, on peut faire les droits, on peut faire quoi que ce soit, mais il faut aussi savoir comment manager un média. Je suis en train, sans vous flatter, de vous féliciter lorsque les jours de l'inauguration, je vais dire le premier point de presse consacré à la presse du Maniema, j'étais très ému lorsque vous parliez de tout ce qui est marketing avec les gens, les Nandais, c'est pas bon, voilà. Mais aujourd'hui, si vous posez la question à différentes radios ici, il n'y a pas de chargé de marketing, il n'y a pas de chargé de commerce. Ce sont des journalistes, donc on a besoin seulement des journalistes et des techniciens, comme Daniel le disait, parce que ces journalistes-là vont aller chercher de l'argent, donc ils vont se payer eux-mêmes, et puis voilà, et puis le média il n'aura pas de survie. Allez, vous avez tout à l'heure dans votre intervention lâché les mots, les mots magiques de la presse, le coupage. Alors, Daniel Kazouza, dites-moi un tout petit peu, est-ce que vous pensez qu'un jour, ici au Maniema et à travers le pays, le coupage peut disparaître? Je dirais non, parce que ça devient un mode de vie. Ça devient une loi qui s'est installée non seulement dans la corporation Maniema, mais également c'est dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ça devient un système, un mode de vie, un mode opératoire d'un professionnel des médias. Il sait qu'il se réveille le matin, il quitte. Je vous dis la vérité, il y a des journalistes qui quittent la maison, ils mettent directement au terrain, sans même passer par le conseil de rédaction. Il y a des radios ici au Maniema, des médias qui ne tiennent même plus le conseil de rédaction. Donc quelqu'un se réveille seulement chez lui à la maison, il a des relations avec quelqu'un, il appelle au téléphone, il dit non, je passe au bureau. Il y a un des reporters qui est au terrain chercher l'information, il est là, comme le passé de son frère, il a une relation avec les messieurs en question. Lui, il ne vise pas l'information, il se dit, je vais là-bas, c'est peut-être en revenant de là que la famille va manger. Parce que le mode de vie aussi, le coût de vie de Kindu, du Maniema, c'est grave. Ça ne permet pas aussi à quelqu'un de mieux vivre, parce que là où il travaille, je le disais, là où il travaille, le travail ne lui permet pas de subvenir à ses besoins comme responsable de la maison. Par conséquent, il échappe au contrôle de la rédaction. Il s'est dit, le coupage est devenu un mode opératoire, le coupage est devenu un système, un mode de vie de tout professionnel des médias, et ça cause un problème. Je me rappelle, les journalistes qui étaient à Kindu il y a 2, 3, 4 ans, il y avait quelqu'un, je ne citerai même pas son nom, un responsable d'une confession religieuse ici, qui a injurié la corporation. Il a dit, en soyez-lui, Moussikou et Saba journaliste, permettez-moi de le dire, Moussikou et Saba journaliste, Kindu, Benye Bakutafuta Mukate, Banatafuta Kabatu. Donc, même les responsables de Kindu, les autorités à différents niveaux ont compris que ça devient, le coupage devient un mode de vie, un système, je dirais quoi, des professionnels des médias. Donc parler aujourd'hui que le système coupage peut prendre fin au Maniema ou dans la corporation, c'est vraiment rêver le retour de Jésus-Christ alors que nous sommes encore en 2022, on ne sait pas quand et bientôt. Franchement. Oh, ça c'est compliqué, dans ces conditions déplorables, Maurice Otambo. Quel est l'avenir vraiment de la presse au Maniema, parce qu'on parle de la presse ici dans la province? Oui, l'avenir de la presse au Maniema, permettez-moi, avant de répondre à votre question,
si vous me le permettez. J'aime beaucoup parler. Moi, c'est ça ma maladie. Daniel l'a dit. Moi, je crois que ce sont des questions qui ont été soulevées lors des derniers états de lieu de la presse et des communications tenues à Kinshasa. Toutes ces questions-là de coupage ont été balayées. Ça va finir. Moi, j'ai la foi. Ça va finir, tout simplement. Pour répondre à votre question, la réponse va aider à ma thèse du fait que ça va finir. Ça va finir comment et l'avenir de la presse? Lorsque, vous savez, la presse, c'est une entreprise. Lorsque une entreprise qui fonctionne dans un environnement qui est pollué, vous savez les conséquences. L'environnement de la presse, de l'entreprise médiatique en République démocratique du Congo, comme toutes les autres entreprises. Il y a des entreprises qui produisent les biens et services donc il y en a plein qui ont fermé les portes. Pourquoi pas la presse? Donc l'avenir de la presse, permettez-moi de le dire, il est aussi concomitamment à l'avenir du pays. Lorsque le pays va mal, permettez-moi, donc ne vous attendez à rien. Lorsque le pays va mal, l'économie du pays va mal. Vous savez, la richesse première de la presse, c'est la publicité. C'est là où l'essentiel. Quand il n'y a pas de subvention, voilà, bien entendu. Il n'y a aucune subvention. Bien entendu. Et pourtant, il y a l'aide publique aux médias qui est prévue par la loi. Mais il n'y a pas de subvention, vous l'avez dit. Alors, il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Quel est l'avenir? C'est la mort. C'est la mort. Mais je sais, il faut espérer qu'un jour, grâce aux potentialités de ces pays, la République démocratique du Congo avec ses richesses, lorsque nous aurons un leadership responsable à la tête du pays, ça va tout booster, ça va tout changer. Et lorsque l'économie, il y a de l'émergence de l'économie, moi je crois que ça aura des répercussions sur l'entreprise ou sur l'industrie médiatique. Voilà, on va garder cet espoir à l'avenir et espérer que ça va aller au mieux. Mais quelle est la place alors de l'UNPC dans la province? Quelle est la place de l'UNPC? Parce que la presse, c'est quand même le quatrième pouvoir. Et les gens, ça devait être des personnes, des gens craints par leur plume, pas par les injures, par leur plume et par leur vérité. Mais on constate que c'est vraiment le contraire. Quelle est la place de l'UNPC, vous qui êtes dans les médias ici au Maniema depuis un bon moment? Comment se comporte l'UNPC? J'ai appris qu'il y a des guéguerres au sein de l'UNPC, un comité déjà fin mandat qui continue. Comment se dessine ces dessins ici au Maniema? Je suis triste d'aborder la question relative au fonctionnement de l'UNPC dans la province du Maniema. Parce que la situation de la corporation aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes responsables. Je me rappelle, il n'y a pas 4 ans, un groupe de journalistes consciencieux ont initié une pétition parce que le comité était dirigé par quelqu'un qui n'était pas professionnel des médias. Il n'était pas journaliste parce qu'il avait déjà abandonné le métier depuis. Et il y avait des journalistes consciencieux, moi je les qualifie comme ça, qui ont pris l'initiative d'initier une pétition pour qu'on organise une assemblée générale élective ici, afin que la corporation se dote des animateurs qui ont qualité et qui ont le souci de faire améliorer les choses. Heureusement, la première étape de la pétition avait bien fini. Il y a une dame qui avait quitté Kinshasa au nom de l'UNPC pour venir superviser l'examen de la pétition. Pendant que nous étions dans la salle claque ici pour examiner la pétition là, afin de passer à l'étape d'installation d'un comité de crise, puis les élections après, ce sont les confrères qui ont signé les pétitions, qui ont commencé à tribaliser cette histoire de pétition. Ils ont dit non, il n'est pas de chez nous, c'est une communauté qui veut seulement se retrouver. Et des gens ont retiré la signature dans la salle en pleine réunion, ici, jusqu'à ce que la salle s'est vidée. Parce que certains confrères disaient, il est de mon territoire, il est de ma communauté, c'est lui qui est président là-bas, même s'il n'est pas en mesure de faire fonctionner la corporation, parce qu'il est de ma communauté, je dois le protéger, ou parce que ceux qui ont signé ou initié la pétition ne sont pas de son territoire natal, c'est déjà, ça devient quelque chose de... On a tribalisé la pétition, et nous sommes en train de récolter le fruit de cette inconscience qui nous caractérise. Excusez les termes parce que c'est un peu fort, c'est ça les mots que je peux utiliser. Donc pour parler de... Toi tu étais dans la salle? Ouais. Toi tu étais dans la salle aussi? J'étais dans la salle. Toi tu es resté quand les autres sont partis? Je suis resté dans la salle. Tu n'étais pas signataire de la pétition? J'étais signataire de la pétition.
j'ai signé la pétition et j'étais là pour qu'on examine. Je n'ai pas retiré ma signature. Je suis resté dans la salle, c'était grave, on a dit, parce qu'il y avait, on a même politisé. Parce que parmi les initiateurs de la pétition, il y avait quelqu'un qui était attaché de presse quelque part. Et on dit non, c'est un politicien qui envoie ces journalistes-là de faire ça parce que c'est là qui dirigeaient à l'époque, jusqu'à maintenant ils sont là en train de nous diriger, c'est là qui sont en train de nous diriger jusqu'à présent sans qualité. C'était en train d'être soutenu par un autre politicien. On a politisé la pétition jusqu'à aujourd'hui, la corporation est restée sans espoir. Parce qu'on n'a pas pris conscience et parce qu'on a politisé la pétition, parce qu'on a tribalisé cette histoire, nous payons le prix de ça. Pour relever les défis, les responsabilités sont partagées et c'est un travail qui prendra vraiment du temps. Ça ne se fera jamais au tic-au-tac. Jamais du tic-au-tac. Moi je vous dis aujourd'hui, si vous parlez de la vérité ici, sur ce plateau, demain vous allez voir les services de l'État ici déjà. On va commencer à vous exiger des taxes qui n'ont jamais même existé. On va commencer à vous taxer de tous les mois. On va même coller la maison à des politiciens. Et ça sera une guerre entre tel camp, telle tendance politique et tout ça. Des radios fermées à Kindu, ici. Parce qu'on les exigeait des taxes. Nous connaissons tous le fonctionnement de nos médias ici, en termes de revenus. Qu'est-ce que les radios enregistrent? Qu'est-ce que les radios gagnent? Rien. Il n'y a pas de grandes choses. Mais vous gagnez 5 000 francs congolais par exemple le mois. Mais on vous amène une facture ou une taxe à payer de 1 million de francs congolais. Tu auras où cet argent? Ça vous a fait le problème. Des radios ont fermé. Poussé à fermer. À fermer. Donc c'est grave, les responsabilités sont partagées. C'est un travail qui prendra un long moment pour relever ces défis. Alors on va bientôt chuter. Maurice Otambo, vous étiez aussi dans la salle les jours de cette fameuse assemblée. Donc à l'époque, si j'ai belle mémoire, je crois que j'étais encore étudiant, j'étais à Bujumbura à cette époque-là, donc j'ai pas d'idée, mais malheureusement la problématique de l'INPC, c'est aussi un problème de management, je l'ai dit, ou de leadership au niveau national, parce que l'INPC, c'est pas un organe qui est décentralisé. Même si c'est un peu décentralisé, mais cet organe n'a pas d'autonomie 100%. Sinon, il ne devrait pas y avoir de contrôle au niveau national. Il y a les organes nationaux qui contrôlent normalement les organes provinciaux. Alors, lorsque au niveau national, il y a des problèmes, certainement qu'au niveau des provinces, il ne peut pas en manquer. Donc, c'est un problème en tout cas qui se pose d'abord au niveau national et au niveau de la province. Tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau national il y a des désordres. Parce que comment pouvez-vous accepter quelqu'un, mon vieux, un juriste de formation d'ailleurs, qui a passé des mandats et des mandats, il est là, il est à l'aise, il ne se préoccupe même pas de comment je vais faire la remise et reprise avec l'autre équipe. C'est vrai, il prend des initiatives, mais en tout cas qui ne sont pas à la hauteur de la taille. Donc pour qu'on concrétise, on arrive à la fin de son mandat, on ne voit pas ça, on ne voit pas cette initiative. Donc malheureusement pour nous, nous sommes légalistes, on ne peut pas forcer, parce que si on commence à les forcer, on sera quelque part coincé, parce qu'il faut attendre l'organisation des élections de l'Assemblée générale élective. Vous êtes des putschistes. Voilà, on va déjà nous taxer des putschistes. Pourtant, l'INPC, c'est un organe qui est prévu par la loi, connu par l'État congolais, même si c'est une association, mais connu par la loi, parce que c'est l'INPC qui est autorisé, habilité à livrer les cartes. Et donc, déjà, l'État a protégé l'INPC. Donc, si vous voulez faire du magouille et n'importe quoi, en tout cas, vous allez vous retrouver peut-être en prison. Donc, laissons le temps au temps, comme il y a un désordre à tous les niveaux, dans toutes les structures étatiques, non étatiques. Moi, je crois qu'avec le temps, ça peut marcher. Mais les droits, ça s'arrache. Hein. Les droits, ça s'arrache. Il y a les amis qui ont fait de la pétition. On peut faire des manifs, on peut faire d'autres voies donc d'autres manières de s'exprimer. Peut-être un jour, on va obtenir bien des causes. Allez, une dernière question à chacun de vous, Maurice Otambo et Daniel Kazouza. On commence par Daniel Kazouza. Comment ton média vit concrètement? On va parler du cas concret de ton média, les sites Abari, Zamanema.com. Comment tu t'en sors depuis tout ce temps? Tu dis c'est depuis quand? Les sites existent depuis combien de temps? Et puis comment tu t'en sors avec tous ces tableaux noirs que l'on a peint ici? Je suis derrière le coupage. Hein? En fait, pour répondre à votre question, ou avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire à mon confrère Tambo que j'aime trop qu'il ne faut pas généraliser des exceptions comme des règles générales.
s'il y a un dysfonctionnement au niveau national ou s'il y a des choses qui ne marchent pas au sein de l'État congolais, on ne peut pas prendre des mauvais exemples comme si c'était des bons exemples à suivre. Donc on peut relever les défis au niveau provincial. Des fois, la révolution peut commencer de la base au sommet, tout est possible. Comment je suis en train de m'en sortir avec les médias en ligne que je suis en train de diriger? J'ai fait une analyse. Je me suis rendu compte que la presse audiovisuelle était devenue déjà un problème pour que moi je puisse vivre comme il se doit. Par conséquent, je me suis dit, comme au Maniema à l'époque, les gens ne s'intéressaient pas à la presse en ligne. Pour la population, pour les journalistes de Kindu, il fallait se mettre à la radio parce qu'on a un problème de télévision. Alors, il fallait se mettre à la radio pour être appelé journaliste. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de créer ces médias en ligne. Je remercie d'ailleurs personnellement Saleh Kandolo et Moussa Saïd qui m'ont aidé à mettre en ligne ces médias en ligne. Ça fait combien de temps? Ça, c'est depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de vivre comme ça avec des relations, des partenariats, des gens qui apprécient, des gens qui apprécient ce que je suis en train de faire. Ils m'encouragent avec un petit rien et je reste au front. Heureusement, aujourd'hui, il y a les confrères qui sont en train d'imiter. Parce qu'avant moi, il n'y avait avant moi, il n'y avait que Kindu Info, de Shadrach Tambo et Grace Mbambi. Donc après moi, il y a d'autres confrères qui sont en train de faire la même chose. Je me dis, au moins les journalistes ont pris conscience d'exploiter cet autre aspect des choses. Et je vis par des partenariats, par des relations et par ceux-là qui estiment que ce que je fais est important. Voilà, je vous encourage parce que souvent, je jette des coups d'œil à vos articles qui sont... C'est une belle plume. Alors, Mauricio Tamboué, la radio Mapon, avec tous ces tableaux qu'on a peints ici, sombres, pas d'énergie, rien du tout, beaucoup de dépenses et des journalistes qui sont presque abandonnés à leur triste sort. Comment vous tenez jusque-là? La radio existe depuis combien de temps? Bon, la radio Mapon, c'est une jeune entreprise qui a commencé en 2018. À un moment donné, on a connu toujours le problème de l'énergie. Il nous a été proposé au niveau du conseil d'administration de la Fondation Mapon. Je vous rappelle ici que la radio, c'est une radio ici de cette méga ONG qui a beaucoup de structures. Alors, il m'a été dit, est-ce qu'il est possible de fonctionner comme ça avec l'énergie? Faites-nous les budgets, proposez-nous les budgets, on va te financer. Moi, j'avais dit à l'époque, non, là, on ne peut pas marcher. Parce qu'avec l'énergie, donc les groupes, il faut acheter les carburants, avec tout ce qui est aujourd'hui les problèmes de... Ça coûte les yeux de la tête. Voilà, vous savez ce que ça donne. Et puis, je m'étais dit, non, on va travailler avec l'énergie solaire, avec les photovoltaïques, ça va marcher. Donc, le temps d'attendre l'installation des photovoltaïques. Et donc, nous sommes en train de finaliser l'installation de la photovoltaïque. Et donc là, on aura une autonomie en termes d'énergie. Et là, ça va nous épargner le problème de l'essence. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, je crois qu'on va contourner cette problématique d'abord de l'énergie. Parce que si cette problématique elle est contournée, le reste, la formation et consorts, ce sont des choses qui sont déjà programmées dans notre plan quinquennal, parce que nous avions produit un plan quinquennal de la radio de 5 ans. Donc dans ces plans-là, il y a tout ce qui est tout est prévu, le plan de communication, le plan de formation, les plans médias, donc les plans marketing, la recherche de financement, tout est là. Donc il suffit seulement de jeter, d'ailleurs je vais les partager dans notre groupe de journalistes. Donc tout est déjà planifié. À un moment donné, je crois que on attendra seulement le temps de chercher les partenaires. Et ça va décoller. Ça va décoller. En tout cas, bonne chance et bon vent à vous. Je rappelle que j'ai recevé Mauricio Tamboué, qui est DG de la radio Mapon, correspondant de 7sur7.com. Et sur ce plateau, il y avait également Daniel Kazouza, qui est à ma droite, Célestin, lui, le correspondant des Beyond Télévision de Kinshasa, ici au Maniema, et directeur des publications du site Habari-za Maniema. Pour aujourd'hui, la presse intelligente, ça n'est fini. On vous dit grand merci pour votre sympathique attention, tout comme on dit également grand merci à nos invités pour leur disponibilité. Je rappelle qu'il y aura un autre magazine qui portera le nom de la presse intelligente plus. Là, on pourra recevoir tous ceux qui ont un message à passer, un message détail, un message profond. Ils seront reçus dans cette émission-là. Mais quant à ce magazine, la presse intelligente, tout court, il est exclusivement consacré aux professionnels des médias qui
qui défileront ici pour parler de leurs médias, pas seulement des médias, mais parler aussi de l'actualité en général. Et on retiendra des thèmes dans la politique, en économie, en sport, et les journalistes pourront débattre à bâton rompu. Pour aujourd'hui, on a reparlé de la presse, on a reparlé de nous dans ces deuxièmes numéros, et on espère vous retrouver très nombreux le mercredi prochain, car la presse intelligente passera le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc le prochain rendez-vous, c'est pour le mercredi. On espère vous retrouver nombreux, accrochés à vos postes téléviseurs. Restez-nous fidèles. Bye bye. Radio Télé Sauti ya Kindu, la chaîne de chaque jour. Radio Tele Sauti ya Kindu, chaneli ya kila siku.